Alors peut-être que j'aimerais tout de suite revenir sur le problème de la simplification. Alors vous, votre projet, vous l'affirmez, c'est de dire simplement sans simplifier. Est-ce que vous pensez avoir réussi à démocratiser la philosophie sans la vulgariser? Est-ce que votre projet fonctionne? Je suis mauvais juge de ce que je fais moi-même. J'aimerais que ça marche, j'aimerais que ça fonctionne, Je fais de la contrebande en fait, parce qu'il y a des tas de raisons. Enfin, les raisons pour lesquelles éventuellement les gens peuvent regarder l'émission ou acheter les livres ne sont pas toujours les raisons pour lesquelles je voudrais qu'ils le fassent. Mais c'est pas grave, c'est toujours ça de donner. Vous voulez, c'est toujours ça de transmis. Donc est-ce que ça marche? J'en sais rien. Ce n'est pas à moi de vous le dire. En fait, je vous retourne la question. Est-ce que ça marche? Auprès de moi et de beaucoup d'autres, oui, je pense que ça a fonctionné. Alors, est-ce que ça voudrait dire que vous êtes d'accord quand on dit « tout homme désire naturellement savoir ». Est-ce que vous pensez pouvoir toucher n'importe qui? Je m'adresse à des individus, en vérité. Je pense que les individus, pris singulièrement, sont tous extrêmement intelligents. Moi aussi, d'ailleurs. On en est tous là. Et que, pris individuellement, vraiment, chaque personne en elle-même est extrêmement intéressante et mérite qu'on l'honore d'une discussion si honnête, au fond, qu'on puisse nous-mêmes changer d'avis au cours de la discussion. Au fond, l'idée, c'est de nouer avec les uns et les autres un rapport qui ne soit pas un rapport de conviction à conviction, c'est-à-dire de produire le contraire de ce que nous appelons débat en démocratie, où nous faisons si grand cas du débat, alors qu'il n'y en a jamais, notamment pendant les périodes présidentielles. Un vrai débat, c'est un débat à l'intérieur duquel une personne est susceptible de changer d'avis, de dire à l'autre « vous m'avez convaincu ». Imaginez François Hollande dire à Nicolas Sarkozy « vous m'avez convaincu ». Imaginez l'inverse. Les deux sont impossibles parce qu'il faut avoir raison de l'autre et non pas parler en raison. Et voilà, il y a vraiment, de ce point de vue, pardon de faire un peu d'histoire des idées, mais c'est important, il y a ce dialogue de Platon qui rappellera peut-être de bons ou de mauvais souvenirs de terminale à certains d'entre vous, le Gorgias. Même de prépa, oui. On en a même de prépa, oui, bien sûr, c'est un dialogue génial. Hein. Et le Gorgias est un texte dans lequel Socrate se prend de face les trois meilleurs sophistes de son temps, qui sont Polos, Calliclès et Gorgias, et il essaie de produire à chaque fois un dialogue au terme duquel ces interlocuteurs reviennent sur ce qu'ils pensaient. C'est-à-dire, il s'adresse à des gens qui croient savoir sans savoir qu'ils croient. Et il essaie de leur montrer qu'au fond, le savoir véritable, le contraire de l'erreur, c'est pas la vérité, mais c'est le doute. Et c'est au fond, c'est le Graal de tout enseignant en philosophie. C'est la raison d'être de tout enseignant en philosophie, c'est-à-dire parvenir à cette situation de non-savoir où l'on invite les autres à douter, et la raison d'être de mon travail. Est-ce que ça marche? J'en sais rien. Si ça marche, est-ce que ça marche pour de bonnes raisons? Je ne crois pas. Mais c'est pas grave. Mais est-ce que c'est pas un peu de temps en temps naïf, voire illusoire, parce que vous êtes professeur, vous avez des élèves qui de temps en temps il ne se passe pas grand-chose forcément derrière. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de retour. Donc, non, c'est vrai que vous parlez d'accessibilité donc pour tous, mais en même temps, il y a des gens qui sont peut-être pas réceptifs et qui n'ont pas envie de comprendre ce que vous dites. J'en connais pas. Pas d'imbécile heureux, pas de... ça c'est une vertu, ça, l'imbécile heureux. Si l'imbécilité rendait heureuse, soyons imbéciles tous ensemble, si vous voulez. Je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr que la connaissance fonctionne aussi. Hein. Il n'est pas dit que le savoir rende heureux non plus. Mais le fait est que il se passe, quand on fait cours de philo, des moments merveilleux qui sont... D'abord, le point de départ, l'axiome, si vous voulez, de l'enseignant en philosophie, c'est non pas apprendre à quelqu'un quelque chose qu'il ignore, mais lui mettre dans la tête quelque chose qu'il sait déjà, mais qu'il ne savait pas savoir. La réaction qu'on escompte, c'est ah oui, c'est vrai, quoi. Ah oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Je le savais, mais je savais pas que je le savais. Voilà, c'est ça qu'on voudrait obtenir. C'est certainement pas ah bon, j'en savais rien. Bon, il s'agit pas tant de transmettre des informations que de transmettre des façons de raisonner qui sont familières aux gens. Quand Montaigne cite Plutarque ou Sénèque, il le fait. Il n'a pas l'impression de se dépouiller de lui-même en le faisant. Il trouve chez eux des phrases qui lui correspondent encore mieux que les mots que lui-même pourrait mettre sur ce qu'il pense. Vous voyez ? Et le métier de prof de philo, c'est ça. C'est essayer de formuler ce que nous pensons, ce que nous expérimentons, ce que nous éprouvons, de mettre des mots dessus et de montrer que des textes sont chargés de le faire 2000 ans avant que nous naissions. Et ça... Cette démarche-là, quand elle est, je dirais pas bien conduite, encore une fois, il ne m'appartient pas de le dire, mais honnêtement conduite, sincèrement conduite, candidement conduite,
Vous avez parlé de candeur, je crois. Oui, vive la candeur au sens où candeur signifie blancheur. Et où donc on a une vraie naïveté, c'est-à-dire où on est disponible. Non pas la naïveté de celui qui croit savoir sans savoir qu'il croit, mais la vraie naïveté, la vraie candeur de celui qui est disponible au savoir qu'il porte en lui sans savoir qu'il l'a. Alors là, il n'y a pas d'échec possible. On ne peut pas se tromper dans ces cas-là. On ne peut pas se tromper quand on trouve les mots, quand on arrive... Dans un cours, par exemple, vous parlez pendant 1 heure, vous vous oubliez vous-même. Il y a toujours un moment où vous oubliez ce que vous êtes en train de dire et c'est le moment où vous êtes éloquent. Et il y a, et parce que les profs voient tout, il y a dans la salle, à ce moment-là, souvent, parfois, des joues qui rosissent de plaisir, d'un plaisir qui, pour le coup, n'a rien à voir avec le minois de celui qui parle, d'un plaisir réel, d'un plaisir véritable, c'est-à-dire du plaisir d'un savoir enfin transmis, c'est-à-dire non pas transmis comme on envoie un fax, mais transmis comme on a fait éclore quelque chose en quelqu'un qui ne savait pas qu'il le portait en lui. C'est le but. Et ça, c'est pas que ça marche. Ça ne peut pas ne pas marcher. C'est pas possible. Ou alors on ne s'adresse plus à des humains, on parle à des animaux si vous voulez. Mais il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux chez les humains. En tout cas, tout animal humain est un humain possible ou virtuel. Et donc, mon optimisme est là. Mon pessimisme est qu'on ne peut pas faire ça. C'est un travail qu'on ne peut pas faire avec une foule, avec une collectivité. Mais c'est un travail qu'on peut faire avec des individus. Par conséquent, faire de la philosophie, c'est aussi se situer, même à l'intérieur de la mode de la philosophie, du marché de la philosophie, c'est se situer inévitablement, quand on ne transige pas sur cette exigence-là, c'est-à-dire sur ce truc qui marche. Non pas ce truc qui flatte celui qui reçoit ça comme un digest, mais le truc qui fonctionne, c'est-à-dire qui donne aux gens le sentiment de penser. Faire de la philosophie de cette manière-là est une source de joie et est vraiment la promesse d'une joie partagée. Alors je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, je suis assez d'accord pour dire qu'il y a une gaieté dans le savoir philosophique, mais juste avant ça, vous nous aviez dit, je ne suis pas sûr que la connaissance nous donne plus de bonheur forcément. Vous étiez un peu sceptique. Je trouvais ça pas très spinoziste pour un grand lecteur de Baruch. Expliquez-nous. Je vous remercie. Oui, mais alors là, il va falloir que je parle pendant quelques minutes. Je suis désolé, ça vous apprendra à poser des bonnes questions, parce que là, il va falloir que un tout petit peu en tout cas, juste un tout petit peu. Lire Spinoza, c'est très déprimant au début. C'est très déprimant parce qu'il prend le contre-pied de tout ce à quoi nous croyons croire. Donc forcément c'est déprimant. D'abord c'est très difficile, c'est un livre écrit avec les pieds, l'éthique, c'est mathématique, c'est ennuyeux, c'est rébarbatif, hormis quelques passages qui sont fulgurants tout de suite, c'est quand même très 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 difficile à lire. Et surtout il décrit un monde sans espoir, où l'espoir est une vertu d'esclave, où l'espoir est une forme de regret à l'envers, où la nature n'a pas de but, et si on croit qu'elle a un but, c'est parce qu'on s'est pris soi-même pour le centre du monde et qu'on a pris nos désirs pour des réalités, où le crime paye parfois, où la providence est aveugle. Enfin, si vous voulez, c'est vraiment c'est déprimant, et c'est déprimant en ce sens-là. C'est-à-dire, c'est déprimant sur ce que l'éthique. Ce qu'il y a de déprimant dans l'éthique, c'est qu'elle ne nous cache rien de ce que nous savons, mais que nous ne voulons pas savoir. Et que par conséquent, nous nous évertuons à nous cacher à nous-mêmes. Donc lire l'éthique, c'est prendre le risque d'avoir sous les yeux ce qu'on essaye de ne pas voir ordinairement au quotidien, dans le temps de la vie. Et en particulier au quotidien d'ailleurs. Donc en ça c'est déprimant. Mais la joie promise à celui qui fait ce trajet-là, la joie durable, solide, consistante, promise à celui qui lit ce livre, qui le relit, qui médite sur ce livre, qui l'a près de lui et qui le fréquente régulièrement et qui finit par s'apercevoir que si ce livre a l'air immobile, c'est uniquement parce qu'il défile à la vitesse de la lumière. La joie promise à celui qui fait ça est une joie qui va bien au-delà du bonheur, si vous voulez. En fait, je ne pense pas que la philosophie apporte le bonheur. La béatitude peut-être. Il y a une vraie différence à faire. Spinoza parle de béatitude, Nietzsche parle d'allégresse, Rosset parle de joie, c'est la même affaire. Il s'agit de surmonter... Le problème du bonheur, c'est la tristesse qui va avec. On ne peut pas être heureux sans être triste. Vous n'avez jamais été heureux dans votre vie, ou alors vraiment, il faut qu'on en parle. Vous n'avez jamais été heureux dans votre vie sans vous dire « dépêche-toi, ça ne va pas durer ». Être heureux, c'est faire à l'avance le deuil du moment que nous vivons. Or, c'est déjà donc l'être moins, tout de suite, d'emblée, puisqu'un bonheur est accompagné, comme sa dot, de la crainte qu'il s'épuise, qu'il s'achève ou qu'il disparaisse. La joie est autre chose. Le bonheur se donne... Pourquoi ça marche comme ça, le bonheur ? Parce que le bonheur se donne comme une suspension de la douleur de vivre. La joie se s'offre à celui qui l'expérimente comme une affirmation des difficultés de l'existence. La joie ne tourne le dos à rien. Or, c'est de cette façon-là, si vous voulez, c'est en distinguant la joie et le bonheur qu'on peut comprendre comment un livre qui ne rend pas heureux est en revanche un livre qui durablement
sans donner un sens à la vie, la justifie. Lui donne au moins, sinon une raison d'être, en tout cas, en donne le goût. En donne le goût sous toutes ses formes. L'idée est d'être capable d'aimer la vie au point d'être, d'avoir en tête, Spinoza vous met en tête une musique tellement gaie qu'elle vous donne les moyens de ne pas chasser vos idées noires. C'est beaucoup plus fort que la musique simplement consolatrice, si vous voulez. C'est une musique qui affirme tellement ce que vous êtes, ce que vous sentez, ce que vous vivez, que vous avez au terme de ça la force de ne plus tourner le dos à ce qui vous affecte, et c'est-à-dire la certitude d'avoir à mourir et à quoi de toute façon vous serez contraint de faire face un jour ou l'autre. Voilà. J'étais rapide là sur Spinoza, mais c'est le jeu, j'imagine. Non, c'est bon. Du coup, est-ce que vous pensez que les religions apportent, par exemple, elles, plus de solutions, ça aide à vivre. En plus, il y a un engouement un peu pour essayer de trouver sa voie, pour être... Oui, mais alors, il faut distinguer les religions, parce qu'il y en a plusieurs. On est là encore, il y a des tas de raouts œcuméniques où tout le monde se réunit en disant « nous sommes tous frères, on est tous faits pour s'entendre, musulmans, juifs, chrétiens, etc. etc. » Et en cas de danger, par exemple en cas de conflit israélo-palestinien, c'est très intéressant. En cas de conflit israélo-palestinien, vous avez les représentants des communautés juives et musulmanes de France, par exemple, qui immédiatement disent « il faut raison garder, évitons les sujets qui fâchent ». Mais non! Il faut aller dans les sujets qui fâchent, et les religions en elles-mêmes. Si on était tous frères, si on pensait tous la même chose, il n'y aurait pas 3 monothéismes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? C'est bien que les options sont différentes, il y a des différences en nature. Donc, je veux dire, les religions en tant que telles, l'ambition des religions en tant que telles, n'est pas toujours la même. Il peut y avoir une ambition politique, peut-être, par exemple, dans l'islam, qui n'est pas, ou dans le judaïsme, qui n'est pas présente forcément dans la séparation entre la cité de Dieu et la cité des hommes chez les chrétiens. Enfin, je veux dire, il y a des vraies nuances à établir. Mais si par religion, vous entendez le fait tout simplement de chercher un sens à notre vie en la subordonnant à une destination plus vaste qu'elle-même, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Enfin, si, il y a 2 problèmes, en fait. Il y a 2 problèmes. Le premier problème, qui est secondaire en fait, c'est la nature institutionnelle de la chose. C'est-à-dire, c'est le fait que celui qui parle est détenteur d'un dogme. Le pape est infaillible. Alors, il va cesser de l'être bientôt. Mais le pape est infaillible. Il y a dans cette crispation institutionnelle de la religion quelque chose qui contredit le sens même de sa démarche, c'est-à-dire le taux d'écoute, l'attention portée à l'autre, le souci tout simplement de l'autre ou d'une douleur qui nous a été épargnée. C'est vraiment très fort ça quand même. Ça c'est très 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 fort. Les images apparaissent comme ça. Bon, je vais citer Diogène ou etc. On va voir si. On n'a pas tout prévu. Non. Voilà. Bon. Mais le vrai problème, plus encore que cela, je crois, le vrai problème au fond tient au fait que. Le vrai problème est dans le spinoziste que je suis, si vous voulez, est hermétique, je la comprends mais je n'y adhère pas, à la structure qui consiste à subordonner son bonheur à autre chose que soi, à le faire dépendre de ce qui ne dépend pas de soi. C'est un peu comme la météo, si vous voulez. S'il fait moche, vous êtes triste. S'il fait beau, vous êtes heureux. C'est pas une vie, ça. Et la subordination de sa propre existence à autre chose que soi me semble une façon assez maladroite de traduire le désir, au fond, de ne pas s'en tenir à soi. Il ne faut jamais s'en tenir à soi, mais il y a plusieurs façons de ne pas s'en tenir à soi. On peut ne pas s'en tenir à soi tout simplement en considérant que sa petite vie est beaucoup moins intéressante que l'œuvre éventuelle à laquelle elle peut donner le jour. En revanche, ne pas s'en tenir à soi au sens où il s'agirait de subordonner son existence et le sens de sa vie à une entité dont l'existence est douteuse, me semble un pari tout à fait audacieux. Voilà. Est-ce qu'en soi, vous peut-être que vous subordonnez votre vie à la philosophie et ce serait le même... Il y a la pratique de la philosophie, qui est vraiment une pratique. La pratique de la philosophie la philosophie, on en fait comme on respire. Hein. Elle n'est pas séparable de soi. On n'est pas
On n'est pas de temps en temps philosophe, si vous voulez, ou professeur de philosophie. On l'est tout entier, on l'est tout le temps. Mais être philosophe, c'est assez simple. Hein. C'est juste s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour rebondir là-dessus, vous cherchez à distinguer la philosophie de la théologie ou de la psychologie qui vont donner un sens ou aider à gérer sa vie. C'est la question du sens qui est l'enjeu. Hein. C'est la question du sens. C'est vraiment. Pardonnez-moi de vous interrompre parce que je voudrais dire ça. C'est qu'il y a deux perspectives sur le sens. Il ne s'agit pas de dire que le monde n'a pas de sens, mais il s'agit de s'interroger sur le besoin que nous avons de lui en donner un. Au fond, faire de la philosophie, c'est ça. Les philosophes n'ont pas vocation à vous dire que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Vous avez d'excellentes preuves de l'existence de Dieu et d'excellentes preuves de son inexistence. C'est un débat sans fin, c'est un débat sans pinaille. C'est comme la gauche et la droite, si vous voulez. C'est insoluble. Mais reste la conviction, quoi. Reste la conviction, puis la majorité. Bon. Mais la valeur ajoutée, l'éventuelle valeur ajoutée de la philosophie est en fait une valeur ôtée. C'est-à-dire qu'on remplace la question du sens par la question de savoir d'où vient le besoin qu'on en a. Il ne s'agit pas de savoir si Dieu existe, il s'agit de savoir d'où vient le besoin qu'on en a. D'où vient le besoin qu'on a de penser qu'il y a une cause au monde. À quoi ça tient ? Au fond, à la question du sens, la théologie répond par Dieu. À la question de Dieu, la philosophie répond par l'homme. C'est tout. Ce qui n'est pas une façon de dire que Dieu n'existe pas. C'est juste une façon de dire que l'idée de Dieu en elle-même, le créateur de Dieu, c'est-à-dire l'homme, a en lui-même, penchons-nous sur les motifs qui ont éveillé en lui le désir si viscéral, si puissant et si paradoxal de cet étrange objet, de cet étrange animal divin. Entendu. Alors la philosophie ne donne pas de sens, mais d'un autre côté, je serais très surpris si vous nous disiez que la philosophie est exercée exclusivement par les esprits assis à la Sorbonne, à l'École normale supérieure. Alors est-ce que vous partagez l'idée des anciens, que c'est une pratique, une forme de vie, comme vous l'avez dit ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que la philosophie pour les non-philosophes, d'après vous, aujourd'hui ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un non-philosophe, en fait ? C'est surtout ça la question, si vous voulez. Tout humain, né par hasard dans un monde qui s'en fiche, promis à mourir en se demandant pourquoi, est-il non-philosophe ? Je ne suis pas sûr. Il est peut-être philosophe qui s'ignore. Mais non-philosophe, ça me semble... à moins de réduire la philosophie à la détention d'un corpus gnoséologique avec une série de textes, etc., c'est en cela, si vous voulez, certains, un jour, on m'a dit, oui, c'est par humilité, fausse modestie. C'est Jules Renard qui dit que la modestie, c'est le genre d'orgueil qui déplaît le moins. C'est par fausse modestie, toute modestie est fausse, que vous dites que vous n'êtes pas philosophe, mais que vous êtes prof de philo. Mais pas du tout, c'est par un orgueil au carré. On est tous philosophes, si vous voulez. Donc, être prof de philo, d'une certaine manière, c'est une valeur ajoutée. Je n'ai pas dit que je n'étais pas philosophe, j'ai dit que j'étais en plus prof de philo, c'est tout. Et de ce point de vue, il y a, je veux dire, bien sûr, la philosophie n'est pas réservée n'est pas le privilège de la Sorbonne, et pour une infinité de raisons. Mais le double mouvement de désaffection universitaire et d'engouement public pour la philosophie, ce double mouvement auquel on assiste, qui expose véritablement le public à des marchands du temple, pour le coup. C'est-à-dire à des gens qui tout simplement proposent une philosophie qui n'est là que pour étayer des certitudes déjà en place. Ce double mouvement est en soi extrêmement inquiétant. Je ne dis pas que l'inverse est souhaitable, naturellement, mais que pour sortir la philosophie de l'école et la rapprocher de la vie, qui était l'adage bergsonien, c'est Bergson qui se proposait de le faire, enfin en premier, qui l'a dit en tout cas, d'autres l'avaient fait avant lui bien sûr, mais Bergson se proposait de le faire en premier. Pour sortir la philosophie de l'école et la rapprocher de la vie, il faut l'ancrer dans l'école. Le plus possible, il faut l'enseigner, il faut autant que possible. Donc il ne s'agit, au fond, il ne s'agit pas de réduire, d'opposer la Sorbonne à la vie, ni de réduire la philosophie au mur de l'école, ni de la sortir et de négliger, de faire un bras d'honneur à l'université, mais se souvenir tout simplement que la pratique de la philosophie, c'est un apprentissage. C'est pas parce qu'on est philosophe qu'on est dispensé de travailler. Êtes-vous d'accord ? Alors, je suis content qu'on parle un petit peu de la pratique de la philosophie dans les écoles, son enseignement. On reviendra sur ce point ensuite. Je voudrais finir, vous poser une dernière question sur votre rapport avec les médias un petit peu. Alors, vous dites que demander son point de vue sur le monde à un philosophe, c'est le transformer en philosophe de service. Il n'empêche que vous allez parfois sur les plateaux de télévision parler du mariage pour tous, de la situation en Tunisie. Et je me demandais, est-ce que c'est pas un jeu que vous jouez avec vous-même et avec la philosophie ? Et si c'est le cas, est-ce que c'est à votre avantage ou à celui de la philosophie ?
Oula, il ne m'appartient pas de savoir ce qui est à l'avantage de la philosophie, elle se passe de moi très bien, si vous voulez. La philosophie n'a besoin de personne. En revanche, le philosophe de service, c'est le malin génie, au fond, de la philosophie médiatique, quoi. C'est-à-dire d'une philosophie qui prend le risque de concilier le refus de transiger avec le fait d'essayer de s'adresser au plus de gens possible. Et c'est le malin génie, parce que c'est celui dont on demande le point de vue, à qui on demande son point de vue. Son point de vue, comme s'il y avait un point de vue du philosophe. En général, on vous demande de prendre du recul ou de prendre de la hauteur, qui sont deux expressions synonymes. On vous demande de prendre de la hauteur, c'est-à-dire on vous demande d'être un tout petit peu ennuyeux sur les choses, d'employer des mots un tout petit peu difficiles, de le faire pas trop longtemps et de vous arranger pour être suffisamment accessible quand même pour donner aux gens le sentiment qu'ils vous comprennent. Et à ce compte-là, comme les gens trouvent génial ce qu'ils ont l'impression de comprendre, eh ben, vous passez pour un bon pédagogue. Effectivement, ça c'est la tare de toute philosophie qui s'aventure hors d'une estrade. Mais il y a des cas de figure. Je suis assez actuphobe. J'ai tendance à me méfier de l'actualité que je trouve très répétitive. Mais il y a des cas de figure où, assez rares d'ailleurs, mais où il me semble tout à fait légitime d'intervenir si on me le propose. L'exemple du mariage pour tous me semblait, alors pour le coup, un cas de figure vraiment exemplaire, une convergence rarissime de l'actualité et du présent. En fait, ce qui m'a contraint littéralement à intervenir, tiens d'ailleurs vous allez le recevoir bientôt, vous pourrez lui poser la question, c'est d'entendre dans la bouche du cardinal Barbarin, texto, stricto sensu, des phrases de Schopenhauer. Schopenhauer, qui pour mémoire est quand même le philosophe de l'absurde, le pire ennemi de Dieu, celui qui dit si Dieu existait, j'aimerais pas être à sa place, ou si Dieu existait, on n'aurait pas besoin d'y croire, par exemple. Tout ça, c'est du Schopenhauer. Or, Schopenhauer a été repris, mais quasiment mot à mot, verbatim, par le cardinal Barbarin quand il présente l'homosexualité comme un péril pour la vie. C'est une phrase de Schopenhauer, c'est un ajout dans Le monde comme volonté, comme représentation. Il dit, après avoir combattu l'homosexualité, la thèse de Schopenhauer sur l'homosexualité, c'est que c'est une ruse de la nature, en fait. Schopenhauer part du principe que l'homosexualité est une monstruosité, mais que pourtant elle est répandue dans tous les temps et dans tous les lieux. Alors il dit, mais comment c'est possible ça ? Alors il se pose le problème, bon, en philosophe qu'il est, il s'interroge. Et alors il dit, comment ça se passe ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça marche comme ça ? Qu'est-ce que c'est ? Et la réponse qu'il propose, la solution qu'il propose est au moins marrante, plus drôle que pertinente. Il dit, vous comprenez, c'est une ruse de l'espèce en fait, c'est une ruse de l'espèce. De la même manière que la persistance de l'espèce humaine prouve tout simplement sa lubricité, dit Schopenhauer, l'homosexualité, c'est la façon qu'a l'espèce d'éviter que des hommes d'âge mûr ne se reproduisent, parce que c'est bien connu, les rejetons des hommes d'âge mûr sont toujours débiles. Donc, en supprimant le désir sexuel pour l'autre sexe chez les hommes d'âge mûr, eh bien, la nature veille ainsi à sa conservation et à ne pas produire des rejetons débiles. Bon, l'essence là, il termine cette plaidoirie édifiante que je vous recommande par l'idée que l'argument massu contre l'homosexualité, c'est quand même que c'est un obstacle à la perpétuation de la vie et que au fond l'homosexualité est un danger pour la vie. Or ça, c'est le cardinal Barbarin. Alors je me suis demandé quelle forme de nihilisme il y avait derrière la guerre perdue d'avance menée par l'Église catholique contre le mariage pour tous aujourd'hui. Quelle forme de nihilisme il y avait derrière cette façon de faire ou cette façon de dire. Et si au fond, oui, il n'y avait pas une forme de nihilisme dans cette gémellité surprenante entre le philosophe de l'absurde et le cardinal Barbarin, à qui je souhaite la bienvenue à l'avance ici. Merci. Très bien, donc on va revenir, si vous le voulez bien, sur l'enseignement de la philosophie, notamment en école de commerce. Alors c'est vrai que nous, on sort globalement de 2 ans de prépa, 2-3 ans de prépa, donc on a eu un rythme assez intense, et on arrive en école et on n'a plus de cours de philosophie qui nous sont dispensés. Vous pensez, vous, en tant que professeur, quelle place devrait avoir la philosophie en école ? Elle est fondamentale. Il me semble qu'il y a 2 lieux où la philosophie où l'enseignement de la philosophie devrait être étendu. C'est indéniablement les écoles de commerce
certainement. Pourquoi l'école de commerce plus en particulier ? Tout simplement parce que la philosophie, l'un des sujets que la philosophie traite le mieux, sur lequel elle aide le mieux à penser, c'est la possibilité du don. C'est la différence entre l'échange et le don. Au fond, c'est la question de l'altérité. Quel est le statut de l'altérité ? Quelle est la place de l'autre dans un régime où nous ne nous adressons à l'autre que dans la mesure de l'intérêt qu'on trouve à sa fréquentation, si vous voulez. Y a-t-il encore un autre dans ces cas-là ? C'est le grand problème cartésien qui se demande comment il peut connaître autrui sans méconnaître ce qui fait son altérité. En d'autres termes, quelle est la place de l'autre dans un univers où l'autre n'est envisagé par moi que comme l'outil de mon bien-être, l'outil de ma satisfaction? Est-ce que le respect que je lui témoigne à cet instant n'est pas au fond dicté par l'intérêt? Bref, y a-t-il une altérité véritable? Quelle est la place du don à l'intérieur de l'échange? De la même manière, quelle est la place de l'amour à l'intérieur du désir, si vous voulez? C'est au fond la même question. La philosophie aide à réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que faire de la philosophie en école de commerce, c'est aussi, indépendamment du fait que vous avez d'excellents philosophes, vous avez toute une archéologie du système marchand en philosophie, qui remonte à Leibniz, qui est peut-être le plus éloquent, c'est-à-dire la monadologie de Leibniz décrit le premier univers véritablement libéral, repris par Adam Smith ensuite avec sa main invisible. Enfin, j'ai pas besoin de vous expliquer ça. Vous avez une archéologie du monde marchand qu'il est extrêmement intéressant de comprendre. La philosophie, c'est Marx aussi, c'est-à-dire c'est le moment de bascule, c'est le passage de la valeur d'usage à la valeur d'échange. C'est Aristote d'abord, puis c'est Marx, c'est la crématistique, puis c'est le capital, c'est-à-dire c'est ce moment où un cordonnier cesse de fabriquer des chaussures pour les porter, mais fabrique des chaussures pour les vendre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que ça signifie? Or, je ne crois pas inutile en école de commerce de travailler sur ces questions-là. Donc ça me semble au contraire même très important, très utile. C'est vraiment le supplément d'âme. C'est vrai des sciences, c'est vrai des lettres, c'est vrai de toute chose, je crois. C'est un supplément d'âme. Et de ce point de vue, la philosophie en école de commerce a toute sa place, je crois. Et l'autre lieu, vous ne m'avez pas posé la question, mais l'autre lieu où la philosophie a toute sa place, à mon avis, c'est les classes de seconde et de première. Tout ce qu'on dit à un élève de terminale, on peut le dire à un élève de première, à un élève de seconde, il n'y a aucun problème. D'expérience, d'ailleurs, ça m'est arrivé. Il m'est arrivé de faire cours à des classes de seconde. Je vous assure que ça se passe très bien. Et qu'on ne transige pas sur le fond, d'ailleurs. Ce sont des vrais textes qu'ils ont lus et auxquels ils avaient accès naturellement et qu'ils ont écoutés avec, je crois, intérêt. Et vous qui avez parlé de candeur tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas que même la philosophie, ça pourrait être enseigné plus tôt que la seconde, sans forcément travailler les textes? Moi, je suis de cet avis. Mais il faut se méfier aussi d'une tendance qui est la sanctification. Il faudrait ne pas confondre, la philosophie avec l'expression de son opinion. Ce qui donne en général les cafés philo. Ce qui est un grand malentendu, les cafés philo. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà participé à des cafés philo, c'est très étonnant un café philo, parce que c'est un endroit où les gens croient que leur expérience a de l'importance. C'est un endroit où les gens prennent la parole en disant « Moi qui ai vécu ça, je peux vous dire que… » Mais c'est précisément parce que vous l'avez vécu que votre avis n'est pas pertinent. C'est précisément parce que vous avez le nez dans le guidon que ce que vous allez dire là, à cet instant, la théorie que vous allez en déduire, elle est indexée sur votre expérience, donc elle ne vaut pas grand-chose. Or, il y a dans cette forme de démagogie qui consiste à confondre la philosophie avec la simple expression de son opinion. Je ne critique pas la liberté d'expression. J'adore la liberté d'expression et je la défends, je ne veux juste pas la subir. C'est tout. Il y a dans cette... Or, bien souvent, quand les cours de philosophie sont dispensés à l'école primaire, il y en a, ou même en 6e ou en 5e, quand il y a des tentatives comme ça, les professeurs, les enseignants, parce que c'est un enseignement, une modalité de l'enseignement sur laquelle on n'a pas assez travaillé encore, qu'on n'a pas assez réfléchi. Les professeurs, et en même temps les professeurs attachés à montrer aux gens que la philosophie, aux élèves, que la philosophie résonne, il faut l'entendre des deux manières, résonne en eux, attachés à cela, commencent par demander leurs sentiments aux élèves. Et il faut se méfier de ça. C'est-à-dire, il faut quand même conserver une situation de dissymétrie entre l'enseignant et l'élève. Or, la dissymétrie entre l'enseignant et l'élève, paradoxalement, plus on régresse dans l'âge où on l'enseigne, moins le maître est en position magistrale. Or, le maître doit rester en position magistrale. La philosophie, c'est pas la récré. Et donc, il y a ce danger-là. Cela dit, un monde dans lequel la philosophie est enseignée en même temps que l'apprentissage de la lecture me semble un monde meilleur que le nôtre. Donc, bien sûr, mais c'est vraiment
ne pas confondre la philosophie avec le règne de l'opinion, alors qu'elle prend le contre-pied de l'opinion et que c'est son pire ennemi, me semble être enfin c'est mon opinion, me semble être une nécessité. Voilà. Alors on va parler d'un sujet, je pense que plusieurs dans la salle vont se sentir concernés. C'est un sujet que vous aimez bien, c'est l'ivresse. C'est vrai que quand on arrive... Oui, je sais qu'à l'ESSEC, plein de gens se sentent concernés par ce sujet. Non, c'est pas qu'à l'ESSEC, hein, c'est sur... Non, mais à l'ESSEC en particulier, non, je dis ça au cas où il y ait des directeurs dans la qui sortent salle. de l'ESSEC et qui... Voilà. Donc c'est vrai que quand on arrive en école... Donc voilà, on n'a plus de cours de philo, de temps en temps on se sent un peu démuni en fait, on sait plus trop quoi faire de nous en fait. Bon, c'est là que le beer contest est né en fait. C'est ça, exactement. Ouais, et du coup, on essaye de trouver des solutions, et notamment l'alcool. Vous voyez le chagrin que vous cause l'absence de philosophie dans l'alcool. C'est terrible, c'est terrible. Du coup. Vous savez que si vous faites de la philo, vous pouvez être alcoolique quand même. Hein. Mais c'est ça. En fait, on a vu dans vos écrits que vous expliquez qu'on peut faire de la philosophie et que ce soit compatible avec justement l'ivresse. Est-ce que cette ivresse est comparable à celle qu'on peut vivre en école, pas forcément qu'ici à l'ESSEC? Non, parce qu'en fait c'est pas la même chose. On rigole, mais c'est pas la même chose. C'est une question d'équilibre. Je parle d'ivresse alcoolique comme cannabique d'ailleurs. Hein, de ce point de vue, il n'y a pas de différence à faire. Ça, j'en ai pas parlé. Non, mais n'en parlons pas. Mais parlons-en quand même parce que c'est intéressant. L'ivresse, je prends l'ivresse, en tout cas dans l'éloge que j'en propose, comme un éloge de la mesure justement. L'ivresse est une affaire d'équilibre. C'est-à-dire qu'il s'agit de perdre la tête suffisamment pour entrevoir ce que la lucidité nous dissimule. Tout en gardant suffisamment les pieds sur terre pour être capable de dire ce qu'on entrevoit, si vous voulez. Donc l'ivresse est un moyen. C'est comme la rêverie. Vous avez le rêve d'un côté où vous n'êtes plus conscient, donc vous ne savez pas que vous rêvez quand vous rêvez, et vous avez la lucidité de l'autre côté où vous ne voyez rien de ce que le rêve vous montre. Dans l'intervalle entre les deux, vous avez la rêverie, qui n'est pas une sorte qui n'est pas vraiment une solution médiane ou de compromis, mais qui est au contraire, je crois, une exigence. C'est-à-dire la rêverie, dont je fais un synonyme de l'ivresse, c'est presque l'anagramme d'ailleurs, peu de choses près. La rêverie, c'est la façon que l'on a de voir ce que la veille nous dissimule, tout en ayant la possibilité de dire ce que le sommeil ne nous permet plus de raconter. C'est être dans l'être et dans le savoir en même temps. Deux choses là-dessus. On va parler de l'ivresse après, mais c'est important ça. C'est la fameuse métaphore du papillon qui tourne autour d'une bougie, autour de la flamme d'une bougie. Vous êtes un papillon, vous tournez autour de la flamme d'une bougie, vous êtes fasciné par la lumière de cette flamme. Vous lui tournez autour, mais vous voulez sentir la chaleur de cette flamme. Le problème, c'est que si vous sentez la chaleur de cette flamme, vous vous brûlez les ailes. Donc comment faire pour sentir la chaleur de cette flamme sans se brûler les ailes? Comment être et savoir en même temps? Parce qu'en général, le dilemme, c'est être ou savoir. On ne peut pas vivre les choses et les penser simultanément, sauf dans le cas de la rêverie, sauf dans le cas de l'ivresse, ce qui rend l'ivresse extrêmement intéressante. Et 2 points là-dessus. Le philosophe de l'ivresse, d'abord, c'est Clément Rosset. Clément Rosset est le plus grand philosophe vivant. On avait parié que vous en parleriez. Oui, vous ne prenez pas de grands risques. Hein. Rosset, dans le traité de l'idiotie, dit ceci, que je trouve vraiment décisif sur l'ivresse. Il dit 2 trucs. Il dit d'abord, la différence entre l'homme sobre et l'homme ivre, eh bien, c'est que l'homme ivre sait qu'il est ivre, alors que l'homme sobre croit qu'il est sobre. Donc la différence entre la sobriété et l'ivresse, au fond, c'est que l'ivresse est un degré de conscience de soi supérieur à la sobriété. D'ailleurs, vous qui avez tous été ivres un moment, si vous avez tous fait l'ESSEC, vous savez bien qu'on ne peut pas être ivre sans savoir qu'on est ivre. Quand on est ivre, on le sait, on est au courant. Ou alors on se persuade du contraire parce qu'on veut prendre le volant, mais c'est très rare. Du moins, je vous le souhaite. Être ivre, c'est savoir qu'on est ivre. Être sobre, c'est croire qu'on est sobre. Illusion terrible. L'homme sobre croit qu'il ne délire pas. L'homme ivre sait qu'il délire. L'ivresse, de ce point de vue, est une vraie valeur ajoutée par rapport à la sobriété. Et l'autre point, c'est que l'ivresse, c'est l'expérience ontologique par excellence. Ça, c'est le grand enseignement de Rosset, c'est-à-dire que c'est un apprentissage de la singularité des choses. L'ivresse. Vous savez, l'image du type qui, ivre d'un doigt titubant, désigne un objet en disant « Regardez, il y a un robinet, là, etc. » Tout le monde s'en fout. Oui, mais c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison, parce que c'est très étrange, la présence de ce robinet-là. Le jaillissement de ce robinet, le fait que les choses soient là tout le temps, c'est épuisant et c'est très étrange et c'est très bizarre et c'est quelqu'un qui renoue avec cette expérience qui est proprement existentielle.
Expérience que nous oublions de faire parce que nous vivons au quotidien et que nous négligeons les instants. Or, lui a la sagesse de s'en souvenir. Alors, c'est une sagesse ponctuelle, hein, il ne s'agit pas de vivre ivre. Mais l'ivresse, qui est en fait une métaphore, la métaphore d'un savoir qui est tributaire de l'objet qu'il se donne, l'ivresse me semble être une vraie, authentique, non seulement matière à réflexion, mais surtout... c'est un chemin de réflexion. Pour vous donner juste un point encore là-dessus, vous voyez, par exemple, quand Camus, dans L'homme révolté, parle de la révolte, il dit le problème de la révolte, les deux adversaires de la révolte, pour le dire très simplement, très vite, hein, c'est d'un côté le conservatisme, naturellement, de l'autre côté la révolution, qui est aussi conservatrice. Bien. Donc, la révolte, qui est vraiment l'art de souffrir des douleurs qui nous sont épargnées et de dire non parce qu'on aime la vie, la révolte ne cède à aucun des deux périls, ne doit céder à aucun, doit être préservée de ces deux périls. Elle occupe exactement la position que la rêverie occupe, ou que l'ivresse occupe. La révolte est une façon d'être et de savoir, de penser comme on souffre, de penser comme on respire, de penser comme on écrit. C'est la raison pour laquelle Camus est écrivain autant que philosophe. Sartre également. Ces gens qui ne dissocient pas l'action de la pensée sont des grands ivres. D'abord, ils savaient boire l'un et l'autre. C'était l'époque où on savait boire. Il y a des textes de Sartre admiratifs sur la descente de Camus. Mais peu importe, c'est pas le problème du tout, en fait. Le vrai enjeu, c'est que l'ivresse, c'est le paradigme, c'est le modèle d'une disposition du caractère ou d'un rapport au monde qui refuse de penser séparément du monde. On pense séparément du besoin qu'on a du monde, mais on ne pense pas séparément de l'expérience qu'on en fait. Et ça, c'est l'ivresse. Donc c'est plus intéressant que le beer contest. Merci. Alors, je suis sûr que cette conception de l'ivresse fera penser bien d'entre nous. Je voudrais continuer quand même sur nos écoles de commerce parce qu'on ne fait pas que boire. Il y a d'autres choses dont j'aimerais parler. Et donc, c'est vrai qu'on parle parfois de fabrique du consentement. On reproche beaucoup aux élèves d'école de commerce leur pensée grégaire, puisque il y a un schéma tout tracé, celui de l'ambition. Oh, bah, on entend ce discours très régulièrement, peut-être pas dans votre bouche, mais justement, je vais en parler avec vous. Alors, cette ambition habite beaucoup d'entre nous. On sera sans doute amené à occuper des postes de responsabilité. Le pouvoir fait rêver beaucoup d'entre nous. Selon vous, quelle est la place de l'ambition dans une vie philosophique ? Je crois que quand on a vraiment de l'ambition, on ne peut pas être ambitieux, en fait. Avoir de l'ambition, c'est être plus qu'ambitieux. C'est celui qui a vraiment de l'ambition, ne peut pas se satisfaire de l'ambition. C'est-à-dire avoir vraiment de l'ambition. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est laisser une trace plus durable que la durée de son existence. Se survivre sous la forme des objets auxquels on donne le jour, ou bien donner la vie comme créer une entreprise, c'est-à-dire donner la vie, produire quelque chose de vivant. C'est un objet de vie. Donner la vie, donner le jour à quelque chose qui vit et qui nous survit, par exemple. Donc quand on a une ambition de cette nature, on n'est pas seulement dans l'ambition, justement. C'est-à-dire que il s'agit pas de... C'est la grande différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Et ça, il me semble que toute personne qui est amenée à prendre des responsabilités, par exemple, le problème de l'arriviste, on dit souvent que le problème de l'arriviste c'est d'arriver, parce qu'évidemment une fois qu'il arrive, qu'est-ce qu'il peut désirer ? Il n'a plus rien à désirer. Je crois qu'au contraire c'est là que le désir commence, puisque c'est le moment où le désir se déprend précisément. Une fois qu'on a satisfait la pulsion qui nous portait à arriver là, une fois qu'on est content de soi, une fois qu'on s'est regardé dans la glace, une fois qu'on s'est admiré, qu'on s'est jugé, qu'on a évalué son parcours, qu'on a dit moi monsieur à tout le monde et qu'on a ses médailles, une fois qu'on a fait tout ça, c'est là que ça commence. C'est là que les affaires sérieuses commencent. C'est pas là que ça finit, c'est là que ça commence. C'est là que ça se passe. C'est le moment où on est là pour faire plus que soi, pour proposer plus que soi. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On meurt avec les honneurs et puis on est oublié 2 générations plus tard, dans le meilleur des cas. Non, c'est là que quelque chose se passe. Au fond, de la même manière que dans la vie, ce qu'on retient, ce dont on se souvient, ce qui compte, c'est précisément ce qui n'a pas de prix. Il y a dans le fait de donner le jour à quelque chose qui nous survit, une ambition qui va beaucoup plus loin que la simple ambition de l'individu. Au fond, vous n'êtes pas plus que moi, ni moins que moi, dans la situation d'avoir, un jour ou l'autre, à penser au-delà de vous-même. Ça peut être contre vous-même, mais c'est surtout au-delà de vous-même, c'est-à-dire plus loin que vous-même. La vraie ambition est là.
Et tout ça pour vous dire que l'espèce de vertuisme bien pensant qui consiste à critiquer l'étudiant d'école de commerce au nom du fait que l'étudiant d'école de commerce assume le désir qu'il peut avoir tout simplement de réussir dans la vie, désir ô combien légitime, me semble tout à fait inopportun et hors sujet. C'est une façon de se donner bonne conscience en étant soi-même vicieux, mais de façon générale, ceux qui font la morale sont des enfin, ça n'a aucun intérêt, si vous voulez. Il faut avoir plus d'ambition que l'ambition. Juste un parallèle pour finir là-dessus, parce que je réfléchis en vous parlant. On oppose souvent Sartre et Aron, vous savez, en disant la gauche et la droite. Mais c'est pas la gauche et la droite, Sartre et Aron, c'est pas ça. C'est que vous avez d'un côté Sartre, c'est-à-dire quelqu'un, un professeur de morale, un donneur de leçons, qui n'adhérait pas aux leçons qu'il donnait, d'accord, qui était beaucoup plus existentialiste que communiste, et quand il disait que le marxisme était l'horizon indépassable de son temps, il le disait lui-même à contre-cœur. Magnifique. C'est la plus belle photo en plus. Et vous avez de l'autre côté Aron qui a enseigné l'essence machiavélienne de la politique toute sa vie tout en détestant cette essence. Et le mélange des deux, si vous voulez, l'opposition entre les deux me semble cruciale. Sartre avait du génie, Aron n'en avait pas. Aron disait lui-même, d'ailleurs je n'avais aucune imagination, Sartre restera plus longtemps que moi. Mais Aron avait l'élégance de ne pas enseigner ou de ne pas donner à croire ce à quoi lui-même ne croyait pas. Et tout ça pour vous dire que je me méfie des donneurs de leçons et que très franchement, il n'y a pas, comment dire, celui qui vous fait la morale en vous reprochant le cursus qui est le vôtre devrait balayer devant sa porte. Voilà. Je vous remercie de ne pas céder à la tentation de nous faire la morale. Alors maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu des cours d'éthique qui fleurissent beaucoup dans les grands groupes. En période de crise, des philosophes sont appelés au chevet des départements de ressources humaines. Seulement, l'entreprise pense en termes pratiques de retour sur investissement, et il est fort probable qu'une fois le dynamisme revenu, ces considérations éthiques s'évaporent. Alors, il semble que cette éthique à géométrie variable ne fasse pas changer les comportements. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas assez critique? Et donc, est-ce que ce serait une bonne façon pour la philosophie de s'engager, de procéder de cette façon? Je vous demande pardon, mais je ne sais pas ce que c'est que les cours d'éthique dont vous parlez là. Il m'est arrivé d'aller en entreprise. C'est assez flou, effectivement. Oui, c'est des séminaires donnés par des philosophes. Quel est le but? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on enseigne? Je ne sais même pas, moi. Eh bien, on y parle de profit durable, de responsabilité sociale. Ah, mais ça, c'est très bien, ça, c'est parfait, mais c'est pas des cours d'éthique. Enfin, c'est peut-être comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça qu'ils sont intitulés, oui. Si vous voulez, s'il s'agit... Nous vivons une époque très intéressante où on assiste à une convergence de l'intérêt particulier et de l'intérêt général. Aujourd'hui, pour qu'une entreprise soit prospère, elle doit pratiquer du développement durable. C'est formidable. Mais de grâce, on va pas en faire de l'éthique, si vous voulez. Il m'est arrivé maintes fois d'aller dans des entreprises dont vous aurez plus tard la responsabilité peut-être, pour y expliquer que le capitalisme pouvait être moral. Alors, c'était très intéressant, les discussions préparatoires à ce genre de rencontres, parce qu'on me disait, vous comprenez, on aimerait avoir votre regard de philosophe, que vous preniez un peu du recul et de la hauteur, etc., pour dire que le capitalisme est moral. Et j'étais très embêté, je dis, mais écoutez, j'espère qu'il ne l'est pas. Sinon, c'est pas le capitalisme. Un chef d'entreprise qui ferait de la morale, enfin, comment dire, serait irresponsable. Est-ce que quand on est dans la jungle, on explique au tigre qu'il a tort de nous manger? Non. Il s'agit pas de. On n'est pas dans un. Faire de la morale. S'il est dans votre intérêt de faire de la morale, faites de la morale. Mais si c'est dans votre intérêt de vous donner un affichage moral ou de manifester une sorte d'exigence humaniste ou je ne sais pas quoi, ou de vous gargariser de mots comme ça qui vous donnent bonne conscience ou qui font que votre entreprise a bonne presse, tant mieux, faites-le. Mais de grâce, ne vous prenez pas au jeu que vous-même avez initié. Ça n'est pas l'objet. Que la question écologique ou la question du développement durable rentre aujourd'hui dans les mœurs, c'est très bien, mais ce qui est bien surtout, c'est qu'elle devienne un argument marchand et que par conséquent, il devienne naturel de le faire. On ne le fait pas. On n'est pas vertueux par morale quand on dirige une entreprise, on est vertueux par intérêt et c'est tant mieux. Est-ce de la vertu? Non.
C'est pas de la vertu. C'est pas de la vertu. Une vertu qui spécule sur les dividendes de son comportement n'est pas la vertu. C'est comme un contrat de mariage, si vous voulez. Si vous vous aimez, vous passez pas contrat. C'est comme une carte de fidélité. Si vous êtes fidèle, vous n'avez pas besoin d'être récompensé pour. Mais c'est pas de la vertu, mais c'est pas grave. Donc c'est l'idée de cours d'éthique en fait qui me laisse perplexe. D'accord, alors si on oublie le terme de cours d'éthique, Ouais. est-ce que vous pensez que c'est une modalité intéressante pour la philosophie ? Il faut aller en entreprise. Il faut aller en entreprise pour parler de tout. Le texte que j'ai cité tout à l'heure de Bergson, où il parle de l'entrepreneur qui donne le jour, il le compare à une mère qui donne la vie, à un peintre qui produit un tableau, et il cite l'entrepreneur qui donne le jour à une entreprise. Il y a derrière ça une conception vitaliste de Bergson qui est très intéressante, extrêmement vivante, qui est au fond la conception qu'on met implicitement en œuvre à chaque fois qu'on explique qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix, ou plus exactement qu'avant de mettre un prix aux choses, il faut s'interroger sur leur valeur. Bon, quand Bergson fait ça, le voilà. Quand Bergson... Allez dire ça en entreprise, c'est intéressant parce que... L'entreprise fonctionne véritablement comme un organisme. Donc, montrer à un entrepreneur les textes des philosophes qui disent ça, c'est formidable. C'est aussi intéressant que de montrer à un entrepreneur la logique marxiste et la façon précisément dont le marxisme lui-même, d'ailleurs, est devenu un argument de vente. Je veux dire, tout ça est intéressant. Donc, il faut y aller. Mais... il ne faut pas y aller comme on mettrait des freins quelque part. Enfin, il s'agit juste de répandre un peu Faire de la philosophie, vous savez, ou enseigner la philosophie, c'est transmettre à chacun le goût de réfléchir sur son activité et de l'interroger et de la critiquer. Ça s'arrête là. C'est une belle ambition. Je ne vois aucun lieu où la philosophie, à cet égard, soit malvenue. Voilà, donc à cet égard, en entreprise comme ailleurs. Si vous voulez, il n'y a pas de spécificité entrepreneuriale dans la démarche du philosophe. Voilà, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais la philosophie elle-même est désormais une marchandise. Et donc il lui appartient de s'interroger sur les modalités qu'elle met en œuvre elle-même. Donc ça va par l'entreprise comme l'université, comme l'école, comme la rue, comme partout. Entendu, eh bien... Nous allons vous remercier, je pense. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous tous d'être venus. Et on va peut-être vous donner la parole maintenant. Vous avez sans doute énormément de questions à nous poser et à poser à M. Enthoven. Alors, les micros vont circuler. Donc, vous vous présentez rapidement et vous posez votre question. Faut qu'on s'en souvienne à la fin de votre phrase. Donc, réfléchissez bien. C'est une très sage précaution que vous prenez là. Bonjour, je m'appelle Grégoire Cailleux, je suis étudiant en ESSEC BBA première année. Vous parliez de religion au début du débat, du fait que Dieu a créé l'homme et non l'inverse. Que pensez-vous de la vision des prophètes comme étant des sortes de génies politiques ayant essayé de changer en profondeur et positivement leur société en exploitant le besoin inhérent des individus de croire en un être supérieur, une sorte de Dieu protecteur, et en proposant un culte comprenant un certain nombre de valeurs ? Je ne crois pas qu'ils ont spéculé sur le besoin qu'avaient les individus de croire en un être supérieur, les prophètes dont vous parlez. Ces prophètes-là, dont le portrait est donné à la fin des deux sources de la morale et de la religion, de Bergson, en 1932, ces prophètes-là, ce qu'il appelle les grands mystiques, Jésus en fait partie, ces prophètes-là, mais Socrate aussi, d'une certaine manière, ces prophètes-là éveillent en chacun une soif de connaissance et un désir de connaissance qui n'est pas corrélé, je crois, à une espérance dans l'au-delà. Il me semble que c'est une énergie qu'ils transmettent à la façon dont le vent incline les roseaux, si vous voulez, plus qu'à la façon dont une charrue pourrait tirer quelqu'un, ou une étoile du Nord pourrait orienter le sillon ou le sillage d'un navire. Voilà. Donc les prophètes dont vous parlez, la qualité des prophètes dont vous parlez ne dépend pas tellement de l'objet qu'ils se donnent. De façon générale, au fond, la question que vous posez implicitement, je crois, enveloppe la question de la nature du désir. De quoi parle-t-on quand on parle de désir ? Est-ce que le désir est l'expression du manque ou est-ce que le désir est l'expression de l'excès ? Je fais juste une seconde d'étymologie parce que c'est très important. Désir étymologiquement c'est décidus, c'est le préfixe privatif dé puis sidus qui veut dire l'étoile. Décidus, ça veut dire la nostalgie de l'étoile en fait.
Mais ça peut être aussi compris comme l'absence de l'étoile. Si le désir est la nostalgie de l'étoile, ça veut dire qu'on désire ce dont on manque. Si on désire ce dont on manque, ça veut dire que le désir se donne toujours un objet ultime qui est de nature, au fond, à nous combler. Mais cet objet, nous ne pouvons pas l'atteindre. Et surtout, l'objet que nous nous donnons est né du manque. Si le désir est l'expression de l'excès, il s'agit moins de se donner un objet si lointain qu'il soit hors d'atteinte que d'être capable de saisir le fruit qu'on a sous la main, si vous voulez. Et les prophètes transmettent, à mon avis, davantage ce genre d'énergie-là, l'énergie d'un Camus, par exemple, qui à 20 ans est au jardin Boboli et sent que toute la sagesse dont il est capable consiste à être capable d'arracher le kaki doré dont la chair éclatée laisse passer un sirop épais. Toute sa sagesse est là, au fond. Et au fond, je n'ai jamais lu, rencontré un prophète, entre guillemets, qui ait autre chose à transmettre que le goût de la vie. Les prophètes qui vous disent que la vraie vie est ailleurs, ou la vraie vie est plus tard, ou qui ajournent le moment de vivre véritablement, pour le coup, sont plutôt des charlatans. Être prophète en son genre, c'est pas enseigner l'avenir, c'est enseigner le présent. Et c'est donner d'ailleurs au présent la saveur d'un avenir possible. Mais c'est certainement pas subordonner le présent à un avenir radieux. Donc c'est en ce sens-là que j'aurais tendance à les lire. Et quand je vous parle de désir, je veux dire que selon la définition que vous donnez du désir, selon le rapport que vous entretenez à votre propre désir, vous vous donnez ou non un objet qui est hors d'atteinte. Vous êtes soit dans l'amour de la sagesse, qui est un amour fou, puisqu'on désire ce dont on manque, donc on n'est pas sage, puisque si on était sage, on n'aurait pas l'amour de la sagesse. Bon, soit vous êtes dans la sagesse de l'amour, si vous êtes dans le désir comme excès. Le désir comme excès ou sagesse de l'amour est, à mon avis, l'essence même d'une prophétie qui ne se prend pas pour l'interprète d'un objet supérieur ou souverain. Au fond, la question, c'est qu'est-ce qu'un souverain bien ? Quel est le souverain bien ? Le souverain bien, c'est-à-dire quel est l'objet dont l'obtention n'épuise pas le désir ? Quelle est la chose que l'on peut posséder sans en être las, sans en être fatigué, sans en avoir marre ? Comment sortir de l'alternative, Schopenhauer, entre la souffrance de manquer et l'ennui de posséder ? Voilà. Le souverain bien, c'est ce qui nous sort de cette alternative à laquelle nos vies ordinaires sont réduites, en général. Qu'est-ce que c'est que le souverain bien ? Où est-ce qu'on le trouve ? Et il y a des philosophes à cet égard, peut-être peut-on en parler comme des prophètes, qui essaient très clairement de répondre à cette question. C'est-à-dire de construire un objet ou de saisir un objet dont l'obtention n'épuise pas le désir. Être capable d'identifier quelque chose qu'on continuera de désirer même quand on le possède. Guitry est prophète quand il dit « Je ne désire que ce que j'ai ». Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions ? Oui. Bonsoir, Sylvain Juillard. Je voudrais vous poser une question. Vous avez dit au tout début de vos réponses que vous vouliez faire de la philosophie et parler philosophie aux individus. Vous l'avez réexplicité au cours de vos développements par la suite. Aujourd'hui, on étudie très peu, et en tout cas, Gustave Le Bon est beaucoup moins célèbre que par le passé. Il est beaucoup moins étudié qu'il y a à peu près un siècle. Et aujourd'hui, notre époque, très certainement hyper moderne, fait de la vie individuelle un avis qui peut être porté dans tous les médias, qui est quelque chose qui mérite d'être explicité, d'être avancé. Voilà, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Comment vous expliquez cette ambivalence de cette société hyper moderne qui fait de la vie individuelle quelque chose d'extrêmement important et où les communautarismes identifient l'individu en tant qu'être d'une communauté ? Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. La question de savoir ce qui fait d'un individu celui qu'il est une question qui remonte en définitive, qui en fait s'est posée véritablement avec acuité au XVIIIe siècle. C'est-à-dire au moment où il s'agissait de se demander ce que c'était qu'un homme, véritablement, un sujet. Et vous aviez les tenants de la construction de l'individu par arrachement à ses déterminations particulières, natives, spécifiques, l'idée que l'homme était un être d'antinature, comme dit Fichte, et les tenants, à l'inverse, d'un réancrage de l'individu dans une situation particulière. Joseph de Maistre disant « Je n'ai jamais rencontré l'homme en général, je connais des Français, des Italiens, des Anglais, des Russes, etc. » Bon. Et ça, c'est un débat qui est en fait
j'ai envie de dire vieux comme le monde, vieux comme le nouveau monde, si vous voulez. C'est un débat vieux comme le nouveau monde. Mais à cette question de l'individu, et en fait, les communautés, aujourd'hui, fonctionnent en ce sens sur le même modèle. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté ? Qu'est-ce que c'est que le communautarisme ? Très simplement, le communautarisme, c'est la valorisation comme telle de certaines valeurs, de certains tics, d'un certain folklore. C'est comme si l'appartenance à telle communauté, et d'ailleurs c'est très paradoxal, on demande aux gens d'être fiers de leur origine et de leur appartenance, tout en leur expliquant que tout se vaut. Si vous voulez, il faut savoir ce qu'on veut. Si tout se vaut, alors bon, il n'y a aucune raison de défendre, je sais pas moi, de soutenir l'OM plutôt que le Paris Saint-Germain, si vous voulez. Mais le communautarisme repose sur la valorisation comme telle d'une appartenance. Qui au fond reconduit un modèle qui est extrêmement conservateur, qui était le modèle réactionnaire, romantique, anti-révolutionnaire du début du XVIIIe siècle, du début du XIXe siècle, pardon. En fait, j'ai envie de vous répondre d'une autre manière, c'est-à-dire que il me semble que dans la vie que nous pouvons faire, que nous pouvons mener les uns et les autres, nous avons vraiment deux dimensions de l'individu. Bergson dit moi social, moi profond. J'ai plutôt envie de dire l'existence individuelle et l'existence collective. À l'échelle collective, nous avons besoin, par exemple, du regret comme de l'espoir. On a besoin de la carotte ou du bâton. Sinon, qui rassemblera une foule sans proposer une crainte ou un projet, si vous voulez ? Personne. À l'échelle collective, nous avons besoin de penser que les hommes sont l'origine de leurs actes. Si les hommes n'avaient pas de libre arbitre à l'échelle d'une société, ou si l'on ne les tenait pas pour les détenteurs d'un libre arbitre, on ne pourrait pas les tenir pour responsables de leurs actes et les crimes resteraient impunis. Donc, à l'échelle d'une société, à l'échelle collective, les valeurs sont tout à fait différentes. Parce qu'à l'échelle individuelle, un individu pour lui-même peut tout à fait considérer que le regret comme l'espoir sont deux illusions dont on peut tout à fait se passer. À l'échelle individuelle, un individu peut tout à fait faire l'expérience en lui de l'absence totale de libre arbitre qui est la sienne, en se disant tout simplement que, en s'interrogeant une fois, en se disant alors j'ai un libre arbitre, mais quand est-ce que j'ai été l'origine radicale de mes actes ? Est-ce en me levant ce matin ? Est-ce en allant à droite plutôt qu'à gauche ? Non, si j'ai été à droite plutôt qu'à gauche, c'est que j'avais des raisons de le faire. Donc le simple fait que des raisons m'aient porté à faire ce que j'ai cru choisir prouve bien que je n'ai pas de libre arbitre, mais que j'ai été déterminé à choisir ce que j'ai choisi. De sorte qu'un individu pour lui-même peut faire la critique d'une liberté réduite au libre arbitre. Un individu pour lui-même peut faire l'économie des valeurs qu'on propose aux foules. Mais ça ne change rien à la nécessité grégaire de produire des valeurs collectives. Et en soi, ça n'est pas si contradictoire. On ne s'adresse pas à la même personne. Nietzsche a dit que, il dit cette phrase géniale, il dit jadis, auparavant, le moi a été perdu dans la foule, désormais c'est la foule qui est perdue dans le moi. Et au fond, il se méfie d'une invasion de la foule, enfin d'une invasion du moi par la foule. Essayez de ne pas être grégaire, dit-il, c'est son but. Alors, il y a des expériences où un individu devient foule. Le modèle de ça, c'est le micro-trottoir. Si vous posez on a échappé au pire parce que figurez-vous qu'on voulait en faire un, mais on a lu votre article. On l'a là sous le. Bah, écoutez, voilà, il se trouve que c'est un objet fascinant pour moi, le micro-trottoir, parce que c'est le moment quand on demande son avis à quelqu'un où, pour 1000 raisons, le constat d'abord, c'est que le micro-trottoir enfile des perles toujours. Donc, le micro-trottoir, c'est une façon de donner au lieu commun les contours empiriques du monde vécu. Bon, mais c'est pas un reportage, le micro-trottoir. C'est pas un renseignement, le micro-trottoir. C'est un truc où on vérifie qu'on se ressemble. Et alors, comment ça se fait, ça ? Comment ça marche ? Pourquoi ça marche comme ça ? Il y a toute une série de raisons sur le dispositif qui est en place, le temps qu'on met, le temps qu'on laisse aux gens, le fait que le journaliste éditorialise ensuite en enlevant les réponses qui détonnent, etc. Donc bien sûr, il y a tout ce travail-là. Mais plus profondément, il y a aussi le fait que quand vous tendez le micro à quelqu'un avec une caméra, cette personne-là devient immédiatement le porte-parole de la catégorie qu'elle représente. Et l'opinion qui est émise dans ces cas-là est en général une opinion qu'il émet au nom de tous ceux qui pensent comme lui. C'est une façon qu'a la société de prendre conscience d'elle-même comme société, le micro-trottoir. C'est la raison pour laquelle on assiste à un nivellement paradoxal par la prise de parole. Mais c'est le moment où l'individu devient grégaire, le moment où l'individu devient collectif. Et au fond, réduire les moments de l'existence où l'on se met littéralement à penser comme tout le monde, c'est-à-dire où on devient tout le monde, c'est-à-dire réduire les moments de l'existence où la partie grégaire de soi prend le pouvoir, peut être en soi un projet de vie.
peut-être en soi une façon de vivre. En appeler à la partie de soi qui n'est pas comestible par la foule est une des raisons pour lesquelles on peut pratiquer la philosophie et on peut y trouver de la joie. Merci. Soit dit pour vous répondre retardement. Là, il y avait là. Voilà, si vous avez des micros, n'hésitez pas. Oui, vas-y. J'y vais. T'es debout, t'es bon. Monsieur Enthoven, bonjour, je me présente Thomas Jeannet, bonjour, étudiant à l'ESSEC. Je m'excuse d'avance si ma voix chevrotte parce que je suis très timide. Ma question a été un peu balisée par le monsieur devant moi, donc je m'excuse. En plus, je ne l'ai pas noté, donc c'est un peu compliqué. J'ai l'impression, je ne céderai pas à la tentation de vous coincer, que j'ai l'impression que c'est une tentation qu'on a en permanence avec vous, car vous êtes aussi brillant qu'agaçant, et je vais essayer de définir cet agacement. J'ai l'impression que c'est un peu parce que vous naviguez entre une éthique aristocratique et une éthique démocratique. Mais plus je vous écoute parler aujourd'hui, et plus j'ai l'impression que vous pensez du côté d'une éthique démocratique, et j'aimerais m'adresser au professeur et vous demander peut-être de la définir, cette éthique aristocratique, excusez-moi, étant donné que nous sommes dans une société démocratique. Merci. Merci de votre question, monsieur. Je suis embarrassé parce que... votre question m'embarrasse parce qu'il faudrait, pour vous répondre correctement, que je vous parle de moi, ce qui n'est pas très intéressant. Disons... Donc je vais prendre le détour aristocratique d'un autre que moi beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire Tocqueville. Tocqueville a dit, s'est défini lui-même comme un aristocrate de cœur et un démocrate de tête. Or cet aristocratisme fondamental qui était le sien le mettait en situation de critiquer en permanence la démocratie. Du coup, c'est le premier à avoir pointé le fait, par exemple, que l'égalité produisait l'égoïsme. L'égalitarisme produisait l'égoïsme, était une source d'égoïsme. Le lien qu'on pouvait faire entre la quête de l'égalité et le sentiment... Disons, l'idée que le désir d'égalité pouvait, pour le pire, culminer dans le comportement parfaitement égoïste de celui qui laisse le monde s'écrouler autour de lui tant qu'on ne raye pas sa voiture et qui, au fond, dit à la queue comme tout le monde quand il fait la queue, mais qui, pour le reste, fait valoir ses droits en permanence et se contente de faire valoir ses droits. C'est parce qu'il est aristocrate que Tocqueville pointe ça. C'est parce qu'il est démocratophobe que Nietzsche s'en prend au nivellement par le bas qui est le propre des démocraties. J'ai tendance à vous dire, pour vous répondre le plus honnêtement possible, qu'être un démocrate, c'est inlassablement critiquer la démocratie. Inlassablement critiquer les procédures qu'elle met en œuvre. Inlassablement critiquer la tentation qu'on peut avoir en démocratie au nom du fait que c'est le moins pire des régimes, d'être très content de soi. Voilà. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Les procédures qu'elle fabrique, le fait par exemple que l'économie marchande soit la dot de la démocratie dans tous les régimes, dans tous les systèmes, et qu'un système qui prétend abolir l'économie marchande culmine toujours dans un massacre de masse. Ce simple fait-là, par exemple, le fait qu'on ne puisse pas être en démocratie sans subir une sorte de dévoiement de l'équivalence des droits en équivalence des savoirs, c'est-à-dire Wikipédia, par exemple. Enfin, je veux dire, ce truc-là, tous ces méfaits, tous ces problèmes que pose la démocratie doivent faire l'objet d'une critique vivace, quoi, acerbe. Enfin, on ne doit pas se contenter. Être en démocratie, c'est ne jamais se contenter du système où nous nous trouvons. C'est comme un vélo. Vous arrêtez de pédaler, ça tombe. Après, ce que vous appelez un tempérament aristocratique... C'est difficile de... Comment dire la première fois... je vais vous répondre par un souvenir. La première fois que j'ai eu j'ai eu une vraie révélation, une sorte de révélation. J'étais en terminale et j'avais un prof qui parlait de Platon. Et à aucun moment, mon professeur ne remettait en cause le fait que pour Platon, la vérité était un bien. Et que c'était l'occasion de la vertu. Bon. Et moi, je n'osais même pas me le formuler à l'époque, mais je me disais quand même, c'est bizarre, quoi. Enfin, c'est quand même très étrange de dire ça. En quoi, qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose d'exorbitant dans le fait de tenir la vérité pour un bien.
Et si la vérité était un mal, est-ce que faire de la philosophie, ça n'est pas remettre en cause ce genre de questionnement? Or, mon prof n'était pas du tout disposé à le faire, probablement parce qu'il avait affaire à des élèves de terminale. Mais certains de ces élèves étaient avides de faire déjà de la philosophie. C'est-à-dire pas seulement de réviser le programme, mais de faire déjà de la philosophie. Et je tombe sur un passage du Crépuscule des idoles de Nietzsche, où là, pour le coup, on est dans l'aristocratisme maximal, dans lequel il explique que Socrate a une pensée plébéienne. Et il dit, Socrate, c'est celui qui déconstruit la parole des autres, c'est celui qui démonte la parole des autres. Alors il le fait en utilisant la raison et la dialectique. Mais en réalité, ce qui le pousse à le faire, dit Nietzsche, c'est une méchanceté de rachitique. Il en veut aux autres parce qu'ils sont beaux. Il en veut aux aristocrates parce qu'ils sont beaux et que lui est laid. Et Nietzsche indexait la quête socratique de la connaissance sur la laideur de Socrate. Or, c'est justice, puisque Socrate lui-même faisait grand cas de sa laideur en disant « je suis laid en apparence », ce qui prouve que je suis beau à l'intérieur. Donc, Nietzsche le prend sur son terrain. Et en faisant cela, et j'ai eu une révélation ce jour-là, j'ai trouvé ce texte très antipathique, d'autant que c'est un texte un peu antisémite, bizarrement. Je déteste les gens qui disent que Nietzsche est antisémite, mais il y a un moment où il dit qu'on est les juifs étaient dialecticiens pour cette raison-là, parce que la dialectique, c'est l'arme des faibles. Ça m'énerve. Le fait est que j'ai une révélation au sens où j'ai découvert la possibilité, par une pensée aristocratique, de considérer que la vérité n'était pas le but, et que la vérité pouvait être plus mensongère parfois que le mensonge lui-même. J'ai découvert ça, en fait. Ce qu'une pensée aristocratique m'a permis de découvrir, c'est ça, l'émergence de l'aristocratisme, au fond. C'est né comme ça. L'idée qu'on puisse remettre en cause Socrate lui-même, c'est-à-dire remettre en cause celui qui remet en cause les discours, en laissant entendre que derrière son goût de la vérité, il y avait une volonté d'humilier. De la même manière que derrière le goût de la connaissance chez Nietzsche, il y a une volonté de conjurer l'inconnu. Donc un dégoût de l'inconnu. Il compare ça à la digestion, qui transforme des aliments nouveaux en éléments familiers. Cette découverte-là, c'est-à-dire la possibilité pour nos discours de ne pas être seulement indexés sur le vrai ou le faux, mais sur les pulsions qui nous portent à les tenir, ça c'est une grande trouvaille de ceux qu'on a appelés les penseurs généalogiques, mais en fait c'est une trouvaille de ce qu'on peut appeler grossièrement l'aristocratisme. Donc voilà, c'est de cette façon-là que j'ai envie de vous répondre. Mais effectivement, il y a eu une rencontre pour moi avec des penseurs qui par ailleurs sont tout à fait hostiles à la démocratie, comme l'était Nietzsche, mais pour les raisons que je vous donne là. Merci beaucoup. Une autre question ? Oui. Bonjour, je m'appelle Danae Bouteille, je suis en première année à l'ESSEC. Ouais. J'avais envie de revenir sur l'ivresse. Parce que sujet qui intéresse. Non, mais en plus, je suis la première à défendre l'ivresse, et pourtant, il y a quelque chose qui m'interroge, c'est est-ce que finalement, l'ivresse au sens propre, ça serait pas un aveu d'incapacité à être à la fois dans l'être et le savoir-être, comme vous dites, un aveu d'incapacité à être dans la rêverie, le fait d'avoir besoin de boire. C'est-à-dire que, oui, si on en a besoin. C'est comme fumer. Fumer quand on en a besoin, c'est dommage. Fumer parce qu'on en a envie, c'est intéressant. Et au fond, ça va avec ce que je vous disais du désir tout à l'heure, c'est-à-dire le remplacement du manque par l'excès, en définitive. Avoir besoin de boire, c'est boire aussi pour oublier. Il ne s'agit pas de boire pour oublier, mais de boire pour se souvenir, au fond. Ce dont je parle quand je parle d'ivresse ici. L'ivresse dont je vous parle est une ivresse qui rend la mémoire. Ce n'est pas une ivresse qui nous fait oublier. Ou plus exactement, ce que l'ivresse nous fait oublier est également ce qui, au quotidien, nous fait oublier ce dont on devrait se souvenir. Celui qui boit pour oublier la machine, comme il dit, n'est pas celui qui boit pour s'abrutir. Celui qui boit pour oublier la machine est aussi celui qui boit pour renouer avec la saveur d'une existence enfin non soustraite aux contraintes et aux contingences de la vie quotidienne. Ça n'est pas forcément une fuite, ça, pas toujours. La frontière est poreuse et délicate entre le besoin et l'envie, mais on a toujours la liberté dans le cours de la vie de convertir le besoin en envie. Et cette liberté qui nous est faite, là, donne au fait d'être... donne à l'ivresse tout simplement la possibilité de sortir du régime de la consolation. Vous savez, dans la nausée, il dit à un moment, Roquentin, le héros, se moque de sa tante Bijoy, qui dit la musique de Chopin m'a beaucoup aidé à la mort de mon pauvre mari. Et Roquentin dit, il croit que la musique leur est compatissante, les cons. Et
Je ne parle pas ici d'une ivresse compatissante. Je parle d'une ivresse sérieuse, c'est-à-dire légère. Une ivresse qui se tient, si vous voulez. J'aime la tenue des hommes ivres. D'ailleurs, vous avez remarqué aussi, bien sûr, un homme ivre, l'ivresse, on peut la mimer par la déchéance, se vomir dessus, enfin bon, c'est la fin du monde, c'est la fin de tout, c'est la dégradation, ce qu'on voudra. Bon, c'est l'essai, fin de première année. Bon. Mais l'ivresse peut être aussi mimée par un acteur. Enfin, l'ivresse, on la repère aussi dans l'extrême dignité de l'homme ivre, qui tient absolument à rester digne, à rester debout, à marcher droit, à marcher tout seul. Il y a une dignité possible de l'ivresse. C'est à ce régime-là, au fond, que je m'adresse. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de se souvenir. Il ne s'agit pas de déchoir, il s'agit d'être digne, il ne s'agit pas d'avoir besoin, il s'agit d'avoir envie. Après, l'expérience est celle de chacun. Oui, je vous remercie. Alors, si on a encore une question, ouais, bien sûr, vas-y. Ouais, okay. Bonjour, je m'appelle Augustin. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous vous définissiez comme spinoziste. Et donc je me suis défini moi comme spinoziste. Vous disiez tout à l'heure. Enfin, d'accord. Vous l'avez dit. Ok. Peut-être que vous n'êtes pas. Pardon, je ne vais pas. Et du coup, je voulais avoir votre point de vue parce que depuis quand même un certain temps, l'Europe se fonde quand même surtout sur une philosophie plutôt kantienne. Je veux savoir si vous viviez les choses qu'est-ce que ça faisait d'avoir l'impression de lutter contre un sort de phénomène global où tout le monde pense, peut-être vous avez l'impression de manière différente, ou adopte une philosophie différente. Et si par exemple le cas du mariage pour tous avait changé les choses, par exemple il a montré que l'argument moral de Kant était peut-être caduque, le fait qu'il pouvait montrer que l'homosexualité est immorale, et je veux savoir si vous pensez que peut-être votre temps était enfin venu, ou quelque chose comme ça. Oh, il y a 52 questions dans votre question. Je la prends à l'envers. Hein. Sur la question du mariage pour tous. D'abord, vous avez il y a un texte dans la doctrine du droit de Kant, donc dans la métaphysique des mœurs, doctrine du droit, vous savez qu'il y a les fondements de la métaphysique des mœurs, puis il y a la métaphysique des mœurs, doctrine du droit, doctrine de la vertu. Et dans la doctrine du droit, Kant explique que la sexualité entre humains n'est possible, permise, ne devrait être permise et possible qu'à l'intérieur du mariage, des liens sacrés du mariage. D'ailleurs, lui-même ne s'étant jamais marié. Et vous avez par ailleurs des textes de Kant extraordinairement homophobes, où il décrit l'homosexualité comme une véritable monstruosité, et Kant lui-même emploie l'expression de contre-nature. Ce qui n'est pas tout à fait raccord avec ce qu'il permet de penser justement de la nature humaine en de tas d'autres textes et d'autres circonstances. Ce ne sont pas les textes les plus intéressants de Kant. Et d'ailleurs, l'attaquer là-dessus, c'est malhonnête au fond. Le fait est que Spinoza propose, de ce point de vue, un système dans lequel, comme le dira Nietzsche plus tard, il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. Au XVIIIe siècle, Diderot lui-même disait, c'est le figure de Bordeu, le médecin Bordeu dans Le rêve de d'Alembert, et il dit rien n'est contre nature. Rien n'est contre nature. La nature n'est pas normative au fond. Voilà. Les contempteurs du mariage pour tous ont, à mon avis, le tort de croire qu'ils défendent un projet de civilisation en attaquant le mariage pour tous. Or, c'est pas un projet de civilisation qu'ils défendent, c'est la nature. C'est une certaine idée de la nature comme étant normative. C'est-à-dire, c'est l'idée que les organes étant ainsi constitués, disons, nous sommes tributaires de la forme de nos organes. Comme si la nature, non contente de nous avoir produits comme nous sommes faits, nous donnait en plus l'ordre d'être soumis à la façon dont nous étions constitués. De là, la grande valeur ajoutée des théories du genre et surtout de la recherche du temps perdu, où tous les hommes sont des femmes et toutes les femmes sont des hommes. Il y a dans le combat de l'Église contre le mariage pour tous quelque chose qui ne relève pas d'une défense de la civilisation, mais de la nature entendue comme normative. D'ailleurs, il m'est arrivé de discuter avec des gens qui étaient hostiles au mariage pour tous et qui disaient, vous comprenez, on n'est pas des bêtes. Je dis, je vois pas le rapport. Ils disent, si, on est quand même pas des bêtes. Alors j'ai fini par comprendre que ne pas être des bêtes, c'était au fond pratiquer une sexualité sinon reproductrice, en tout cas pas anale.
Bon. Et à quoi j'ai répondu que faire l'amour en toute saison, et j'ajouterais dans toutes les positions, et boire sans soif, c'est vraiment ce qui nous distingue des animaux, précisément. C'est parce que nous ne sommes pas des bêtes que nous sommes capables, précisément, de raffiner le plaisir. La civilisation est à ce prix. Il y a quelque chose de l'ordre d'un combat, c'est vraiment un combat nature contre civilisation, mais les tenants de la nature ne sont pas ceux qu'ils croient. Et réciproquement. Et pour en venir à la question européenne en tant que telle, y a deux choses. Kant a été, au XXe siècle, merveilleusement utile, notamment par exemple à Raymond Aron. C'est-à-dire, il a été très utile pour dédogmatiser les philosophies de l'histoire au XXe siècle. C'est-à-dire, dans un siècle pétri de marxisme, Kant est arrivé pour expliquer qu'on ne pouvait pas connaître les fins de l'histoire, que l'histoire n'était pas une science exacte. Et ça, c'est une trouvaille formidable, et tous les historiens devraient être reconnaissants de cette trouvaille merveilleuse. L'histoire n'est pas une science. L'histoire n'est pas une science exacte, en tout cas. L'histoire, c'est une science molle. C'est une science dont on ne peut pas connaître les fins. On ne peut avoir de l'histoire qu'une connaissance critique. Pour une raison simple, c'est qu'on est immergé dans l'histoire qu'il faut penser. Étant soi-même acteur d'une histoire dont on voudrait être spectateur, étant condamné à la position paradoxale, comme dit Aron, de spectateur engagé, on est obligé de faire intervenir Kant, c'est-à-dire de faire intervenir celui qui dit que nous ne pouvons pas tout connaître. Et l'enseignement de Kant, de ce point de vue, est fondateur de la communauté européenne, de l'idée même d'Europe. Parce que l'idée même d'Europe n'est pas seulement une histoire, elle n'a pas vraiment d'histoire en vérité, c'est une histoire, ceux qui disent qu'il y a des nations européennes ont plus raison quand ils se réfèrent à l'histoire que celui qui dit qu'il y a une nation européenne. En revanche, l'idée d'un projet européen, c'est-à-dire de la construction d'une histoire dans le doute, non pas en vue d'un régime politique meilleur, mais tout simplement dans le doute, et pour conjurer le pire tel que le passé nous l'enseigne, ça c'est un projet kantien. L'idée d'un projet de paix perpétuel, comme d'une société des nations qui est née d'un opuscule kantien, cette idée-là, de façon générale, introduire de l'universel dans les collectivités humaines, c'est, pour le dire très vite et très rapidement vraiment, et un peu grossièrement, être chez Kant. Mais il y a chez Spinoza, à l'intérieur de la question... D'abord, Spinoza, c'est le cœur de l'Europe, c'est la Hollande. C'est les Provinces-Unies. C'est les Provinces-Unies... C'est non seulement le cœur de l'Europe, et c'est celui qui a été exclu d'une communauté qui, en l'excluant, n'a pas tellement voulu défendre la lettre des textes qui étaient les siens. Spinoza lui-même était professeur de grammaire hébraïque et c'était un excellent talmudiste, c'est pas le problème. Non, ils ont surtout voulu envoyer un message aux autres communautés en montrant qu'ils savaient faire le ménage chez eux et éliminer leurs brebis galeuses. Spinoza, c'est la figure, paradoxalement, de l'inappartenance. C'est une figure de l'inappartenance. C'est un des premiers citoyens du monde et c'est un des premiers citoyens européens. Et ce qu'il dit était si pertinent que son manuscrit, le manuscrit de l'éthique, lui a survécu avant d'être publié post-mortem. Je veux dire, la trajectoire de ce manuscrit décrit à peu près l'émergence de la communauté européenne. Le projet qui était celui de Spinoza, d'abord le projet politique de Spinoza, cette façon qu'il avait de refuser de soumettre le politique au religieux, ce projet-là, on en retrouve les échos aujourd'hui dans le fait tout simplement, dans le refus tout simplement de citer les racines chrétiennes de l'Europe. Donc il y a vraiment à prendre chez Kant et chez Spinoza en termes européens, puisque c'était dans cette perspective que vous situiez ce débat. Quant au fait d'être spinoziste plutôt que kantien, vous savez, la philosophie est une affaire d'épiderme. C'est pas une affaire de raison, la philosophie, c'est une affaire de sensation. Je peux pas ouvrir une page de l'éthique que j'ai un peu lue maintenant. Je peux pas ouvrir une page de l'éthique sans me sentir chez moi, sans me sentir chez moi, réconforté par quelque chose qui au départ m'inquiétait prodigieusement quand je le lisais. Je ne peux pas ouvrir une page de Kant sans avoir l'impression que de temps en temps, enfin le plus souvent d'ailleurs, qu'au fond, l'attitude qu'il rend possible par les textes qu'il écrit culmine dans la déploration du monde comme il est. Alors qu'est-ce que vous voulez ? La déploration du monde comme il va n'a jamais rien produit. Avant de pleurer, avant de détester, avant de haïr, il faut comprendre. C'est une phrase de Spinoza. C'est en cela que je suis spinoziste plus que kantien. L'inconvénient de Spinoza, c'est qu'il n'y a pas de valeur absolue chez Spinoza, de sorte qu'un spinoziste de stricte obédience ne peut pas parler de mal absolu, même devant Auschwitz. Et il y a un seuil là qu'il ne franchit pas, qu'il ne peut pas franchir.
à l'appui de Spinoza, on pourrait citer Eti il sum, qui trouve le bonheur à l'intérieur même d'un calvaire de cette nature, ou le bonheur ou la joie. Mais il y a là, de ce point de vue, c'est la grande objection des kantiens. Oui, mais Spinoza ne parle pas de mal absolu alors qu'il existe un mal absolu, il ne parle pas de sacré alors qu'il existe du sacré, etc. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? L'objet de Spinoza, c'est le réel. Et au fond, la grande question, c'est ça. Comment faire pour ne pas prendre ses désirs pour des réalités? Je ne connais pas de meilleure façon que la façon que propose Spinoza, c'est-à-dire de prendre la réalité pour son désir. Ça reste la meilleure façon de faire. Et vous citiez le mot de consentement tout à l'heure. Le consentement, c'est pas la résignation. Il faut bien se distinguer. Il faut bien distinguer ces deux termes. C'est-à-dire que la résignation, c'est une façon de changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. De courber les chines au fond. Le consentement, c'est une façon d'aimer même ce qui n'est pas aimable. Et là, on est chez Spinoza. Et aimer ce qui n'est pas aimable, ça n'est pas le rendre aimable, hein. Mais c'est tout simplement l'idée que, si vous voulez, quand le monde est douloureux, quand le monde fait mal, quand les choses sont difficiles, celui qui se plaint du monde est malheureux 2 fois. Une fois parce que le monde le fait souffrir, et une seconde fois par la plainte qui s'élève contre cette souffrance. Spinoza apprend à ne pas se plaindre. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Merci au public d'être venu. On vous retrouve à la cafétéria et au Foy's ensuite.